Merci Madame la doyenne. Alors écoutez, pour démarrer, je voudrais vous présenter le professeur Daniel Mockel qui va vous entretenir de cette question qui nous intéresse. Daniel est professeur de droit public à la faculté de sciences politiques et de droit de l'Université du Québec à Montréal. Merci. Merci. Je vais me promener entre les deux tables. Oui, alors, virtualité et état de droit. En fait, état de droit et virtualité, ce sont deux termes qui appellent quelques clarifications pour démarrer. J'étais certes un peu étonné par le choix de l'état de droit, je vous l'avoue, sans faire de mystère. Si le terme rule of law avait été choisi ce matin, les discussions, le propos aurait été orienté probablement davantage vers le cadre juridique, vers l'idée de système juridique, parce que l'état de droit, c'est le constitutionnalisme. Et c'est un programme politique qui présuppose l'assujettissement donc de l'État à des normes constitutionnelles. Il y a un programme politique précis, celui du constitutionnalisme, alors que l'État de droit au Canada, c'est la primauté du droit tout simplement. Le Canada, lorsqu'il ratifie des accords internationaux, prend bien soin d'insérer dans la version anglaise des textes Rule of Law et dans la version française État de droit. Et on trouve ce phénomène des équivalents fonctionnels tant du côté européen, au niveau de l'Union européenne, quand il s'agit d'avoir donc un équivalent fonctionnel du côté de l'anglais, dans à la fois le projet de constitution européenne, dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et également dans tous les accords et traités à l'échelle des Amériques. Alors, c'est donc là une distinction essentielle à faire, parce que là, l'état de droit nous ramène quand même vers un autre programme politique que Rule of Law, et donc c'est quand même un rappel important à faire en ouverture. Et également la virtualité. La virtualité n'est pas le cyberespace. C'est peut-être une banalité, vous êtes déjà des spécialistes de ce domaine, mais pour beaucoup de personnes peu familières avec le sujet, il y a cette confusion continuelle entre ce qu'on pourrait représenter comme une réalité et une non-réalité. Et justement, la virtualité, c'est justement la capacité par simulation, pour la quasi-totalité des sciences exactes et appliquées, de reconstituer une réalité factuelle, matérielle, biologique, souvent à partir d'éléments qui ont été irrémédiablement perdus. Et c'est le cas dans le domaine de l'archéologie. Si je commence avec l'archéologie, c'est peut-être simplement pour donner un sens un peu particulier à cette quête de l'état de droit. L'archéologie dépend beaucoup de l'anastylose. Et on fait beaucoup d'anastylose virtuelle désormais dans les années 2000, alors qu'auparavant, tout au long du XXe siècle, on a fait de l'anastylose dans les grands sites archéologiques du bassin méditerranéen. On a des exemples célèbres à Leptis-Magna en Libye, donc avec le théâtre, c'était l'école italienne d'archéologie dans les années 30. Il y a la bibliothèque d'Adrien à Éphèse. Il y a également la grande colonnade à Palmyre en Syrie. Et ces exemples, évidemment, ont été faits suivant des méthodes qu'on pourrait qualifier d'artisanales, d'approximatives, mais c'était quand même les méthodes de la science archéologique du temps. Rassembler des débris et par faire des calculs. Il n'est pas évident, même pour remettre une colonne à la verticale, de rassembler ces éléments. Les colonnes ne sont pas purement cylindriques, elles sont galbées et leur diamètre varie constamment. Et donc c'est un travail qui est considérable. Et la virtualité maintenant, donc via l'infographie et les images numériques, permet de donner à ces monuments qui ont disparu donc une réalité qui est à la fois réelle, alors qu'ils ont pourtant bel et bien disparu.
L'exemple qui est le plus cité, le plus connu maintenant, c'est le phare d'Alexandrie. Il y a eu des fouilles sous-marines de 94 à 98 et on a pu, grâce à des mesures prises sur place, donc au fond de l'eau, on a trouvé donc des blocs énormes parce que ce phare a été détruit définitivement par un séisme au XIVe siècle. Et il y a eu quand même un travail d'inventaire, donc de recherche factuelle faite sur place à partir d'éléments réels. Et c'est à partir de ces éléments réels, maintenant, qu'on connaît l'apparence donc, de cet élément qui a disparu. Et là, on est vraiment dans l'anastylose virtuelle. On sait que le phare donc, avait bel et bien un portique, un premier étage quadrangulaire, une deuxième tour qui était octogonale et enfin une partie cylindrique au sommet, donc avec un cône. On a là donc l'exemple finalement de ce que peut être la virtualité, à la fois donc qui est une non-réalité et une réalité. Et on peut dès lors imaginer dans d'autres domaines des sciences exactes ce que peut représenter la virtualité quand on part d'éléments factuels existants, soit matériels ou biologiques, et qu'on les projette dans ce qui n'a jamais existé. Parce que là, l'exemple que je vous donne est un exemple, somme toute, qui est facile, inoffensif, l'archéologie, l'anastylose virtuelle, mais on verra donc en très peu de temps qu'arrimer l'état de droit avec la virtualité, c'est peut-être un procédé qui relève de l'anastylose virtuelle. C'est vraiment un procédé de simulation. Ce que je vais vous proposer davantage ce matin, c'est une mise en situation pour tenter d'arrimer ces deux réalités, parce que la virtualité, l'état de droit, c'est loin d'être évident. Les obstacles sont nombreux. La virtualité ne peut quand même pas être totalement dissociée du cyberespace, ne serait-ce que même dans le domaine scientifique. Quand on est une équipe de recherche, on a des résultats, on a des fichiers, on peut avoir recours à un site web, on peut avoir recours à des publications scientifiques et on peut avoir recours, comme je viens de le montrer, à des fins pédagogiques, tout simplement donc à une maquette, à une reconstitution, à des dessins pour montrer cette réalité qui n'existe qu'à l'état virtuel, mais qui est en même temps donc une réalité. Le choix de l'état de droit est étonnant à certains égards, compte tenu de son association donc à l'idée de démocratie constitutionnelle, le constitutionnalisme. À la limite, si ce sont des vecteurs de démocratisation qui sont en jeu, on aurait pu, à la limite, orienter le débat vers une problématique de type gouvernance, parce que le cyberespace, à la limite, est peut-être plus propice à des formes nouvelles de démocratie directe de type e-democracy, induite par la gouvernance en réseau, c'est la gouvernance associative. Alors que si on fait état de l'état de droit, eh bien, on doit s'interroger sur des formes traditionnelles de démocratie liées à l'État, démocratie républicaine, démocratie parlementaire, démocratie constitutionnelle. Et c'est justement à la démocratie constitutionnelle qui est rattachée l'état de droit. Si on l'a probablement rattaché à l'idée de cette rencontre, de ce colloque ce matin, c'est probablement parce qu'on cherche certains éléments de ce paradigme qu'est l'état de droit. Parce que quand on le prend pour ce qu'il est, l'état de droit, le programme constitutionnel de l'état de droit, eh bien, ce sont des éléments qui sont quand même de type statocentrique. Les pouvoirs de l'État sont déterminés par des compétences, donc on est davantage dans le domaine des habilitations. Les pouvoirs politiques sont perçus comme des compétences. Il y a bien sûr une dimension libérale qui est liée donc aux droits et libertés. Il y a la séparation des pouvoirs et la suprématie effective de la Constitution. Alors, ce programme peut paraître séduisant, mais en contrepartie, la virtualité, le cyberespace,
sont associés assez largement à l'évincement à la fois des États et du droit. Et cette logique d'évincement a été largement répandue dans les années 90 au point de devenir un mythe. Et les choses évoluent davantage maintenant dans le cadre de la décennie 2000. Les arguments qui sont fondés sur l'évincement sont largement connus. Ils ont été repris par Pierre Trudel pour la problématique générale du colloque. Les arguments sont techniques d'abord, à cause de la configuration même de la grande toile, de l'absence de centre fixe, d'unité organique. Il y a également le rôle des acteurs privés. On évoque beaucoup le rôle, bien sûr, de l'ICANN en Californie pour l'attribution des noms de domaine, les allocations d'adresses IP, alors qu'en réalité, cet organisme sans but lucratif, qui est à toute fin pratique sous contrôle donc, des autorités américaines, eh bien, son rôle, son travail relèverait en principe d'organisations internationales comme l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMC, l'Union internationale donc, des télécommunications. Donc on peut être étonné de l'importance de ces acteurs privés dans le cadre global donc, du cyberespace. Il y a aussi la question du mécanisme, donc, des mécanismes de règlement des différends. Ces mécanismes présentent largement une dimension anationale. C'est souvent donc l'évincement du droit national qui est en cause. Ici même, donc, au Canada, il y a eu cet arrêt qui remonte à juin-juillet 2007, Dell Computer contre l'Union des consommateurs. Il a eu beaucoup d'échos, en tout cas un écho certain dans la communauté des professionnels du droit, parce que là, donc, il s'agissait vraiment donc, d'un arbitrage conventionnel. Il y avait tout simplement donc, un contrat électronique de vente d'ordinateurs et il y avait donc une clause d'arbitrage et une majorité de juges au niveau de la Cour suprême a validé le mécanisme de l'arbitrage. L'arbitrage, je vous le rappelle, qui est une institution sans fort, sans assise géographique, où les parties, à condition de respecter les termes du contrat, peuvent choisir le lieu, la forme, les modalités qui leur conviennent. Donc, il y a une croissance considérable de l'arbitrage conventionnel lié au commerce électronique. Et ces éléments, je ne fais qu'un rappel, ces éléments, avec d'autres, ne font qu'accentuer ce sentiment d'évincement des droits nationaux et des États. Alors, dès lors, devant vous ce matin, tenter d'arrimer donc l'état de droit avec une réalité qui lui semble non pas contraire mais étrangère relève peut-être du défi. Alors, je crois qu'il y a deux dimensions qui sont en cause. Il y a, dans un premier temps, un environnement qui est un environnement global qui est lié donc au fonctionnement du cyberespace, donc à cette dualité virtualité-cyberespace, et il y a des facteurs qui sont plus proprement liés donc à la question de l'État, de la transformation des États administratifs en États électroniques. Et j'ai cherché dans mon texte, c'est d'ailleurs l'avantage d'avoir un texte ce matin devant vous, c'est d'avoir un texte, et je ne peux que tirer quelques éléments de ce texte pour faciliter la présentation. Alors, avec un peu de chance, je vais essayer de mettre mon diagramme au tableau. Alors, comment donc tenter de résoudre cette équation difficile qui consiste à arrimer à la fois des éléments disparates, parce que c'est le problème est bien là, ce sont des éléments très disparates. Je dois peut-être, vous avez là trois bulles, une bulle qui est constituée du droit international public, surtout donc avec les agences onusiennes, vous avez les États, les droits nationaux, l'État de droit, et vous avez bien sûr ce qui est davantage les acteurs privés, les entreprises avec ou sans but lucratif. Je ne suis pas encore parfaitement au point pour faire
des bulles ou des compositions en PowerPoint, donc c'est pas tout à fait au point. Et donc vous avez les processus de certification, de standardisation qui ne sont pas du tout du même type. Dans le contexte actuel, nous sommes donc entre deux sommets à l'échelle internationale. Nous sommes donc entre le sommet d'Athènes de novembre 2006 et là, dans très très peu de temps, il y aura celui de Rio. Celui d'Athènes avait été donc un échec malgré la présence de 97 États, un nombre de délégués qui était donc au moins du quadruple, tout près de 400 délégués. 1350 participants avec des thèmes axés sur l'accessibilité, la diversité, l'ouverture, la sécurité. Ce premier forum international est directement donc un produit de l'agenda de Tunis. Donc, il y a eu le sommet mondial sur la société de l'information, donc de Genève 2004 à Tunis 2005. Et donc, c'était vraiment dans l'agenda de Tunis qu'on avait prévu d'instituer, de créer ce forum international sur la gouvernance d'Internet. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un working group qui est là, qui est comme une base permanente et qui produit donc des textes, des rapports qui sont très intéressants et qui permettent de spéculer sur le devenir possible donc d'un traité international du cyberespace. Alors pour y arriver, encore faudrait-il réinsérer en douceur le droit international public via des conventions, via des traités, réactiver les droits nationaux. En tout cas, c'est un peu le programme de Rio, donc Rio novembre 2007, avec un nouvel élément au programme, c'est Critical Internet Resources, donc c'est pour faire davantage place donc, aux acteurs, aux experts et aux usagers, donc aux internautes. Alors, certains donc, experts issus du Working Group souhaitent évidemment l'élaboration d'un traité international et également la création d'une grande agence onusienne qui serait de type Global Internet Council. Évidemment, avant d'arriver à cette chose, encore faut-il activer le droit international public, ce qui semble loin d'être un acquis, mais il y a quand même des progrès. Il ne s'agit pas devant vous ce matin de vous présenter une vision idéalisée du droit international public, parce que c'est un droit qui fonctionne parfois mal, qui est en perte de vitesse pour certaines conventions, alors que d'autres laissent augurer des transformations. Juste à titre de rappel, parce que vous avez mon texte, la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe, donc c'est novembre 2001, c'est un net progrès donc dans l'élaboration d'un cadre juridique pour le cyberespace. Vous connaissez déjà, j'imagine, pour la plupart d'entre vous, le contenu de cette convention. Je vous rappelle donc qu'il y a des infractions intéressantes parce qu'elles sont élaborées en fonction de crimes dirigés vers les systèmes informatiques, alors qu'il y a d'autres types d'infractions qui visent des crimes qui peuvent être commis avec des outils informatiques. De ce côté, c'est plutôt décevant parce qu'une seule infraction avait été retenue dans la Convention de 2001 et il y a eu un protocole additionnel signé à Strasbourg en 2003 pour inclure donc les actes de nature raciste et xénophobe. Parce que la Convention, quand on la prend comme telle, c'est un peu décevant. La réaction du Canada, qui était un bon élève, c'est de ratifier immédiatement la Convention de Budapest, la Convention sur la cybercriminalité, mais vous verrez très vite que cette problématique du cyberespace, donc du contrôle de ce qui peut se passer à l'échelon national, présente des défis considérables. Parce que le Canada a cherché, donc avant l'arrivée au pouvoir des conservateurs, les libéraux avaient déposé donc la loi sur la modernisation des techniques d'enquête. C'était le projet de loi C-74 en novembre 2005, et c'était dans le but d'actualiser l'accès légal. C'était pour permettre à tous les organismes impliqués dans la surveillance électronique au Canada d'avoir un accès direct, sans même l'autorisation d'un juge, aux serveurs, donc aux données cryptées, donc au courriel, au site, et les serveurs auraient été dans l'obligation de répondre et de transmettre l'information. Donc un scénario qui est à peu près comparable à ce que la Chine a fait donc avec l'affaire Yahoo en 2005,
pour rejoindre donc le dissident Shitao, qui avait été comme ça simplement dénoncé grâce à la complaisance de Yahoo. Donc la Convention sur la cybercriminalité, c'est un exemple. Un autre exemple pour la réactivation du droit international, c'est la Convention contre la corruption, celle de Mérida de décembre 2003. Elle a été signée par plus de 140 pays, 80 l'ont ratifiée, mais le Canada tardivement, et ceux qui connaissent le contexte local vont sourire, ce n'est que récemment, que tout récemment, donc en 2007, au printemps 2007, le 30 avril, ce sont les conservateurs qui ont tenu à insérer donc un projet de loi, le projet de loi C-48, pour mettre en œuvre justement cette convention contre la corruption et l'intégrer donc directement en droit canadien dans le code criminel. Et là, les États sont tenus de conférer le caractère d'infraction pénale à toute une série d'actes de corruption que je pourrais vous énumérer. Mais ce qui est intéressant, donc quand on prend les deux, cybercriminalité et corruption, il y a une pression incontestable qui est faite sur les États nationaux, donc sur les droits nationaux, comme étant donc les principaux acteurs pour la concrétisation, l'application de ces conventions internationales. Donc je pourrais ainsi dire la problématique globale donc d'un cadre juridique qui pourrait mieux baliser donc le fonctionnement de ce qu'on appelle communément Internet, mais de ce qu'on appelle donc la grande toile. Il y a bien sûr un arrimage complexe à faire entre différents acteurs. Donc l'autre partie de mon exposé de ce matin, et je ne vais pas prendre trop de temps, je vais laisser ma montre ici près de l'ordinateur. En très peu de temps, vous avez déjà ces éléments dans mon texte, donc ça facilite beaucoup la présentation quand on a des textes. Ce qui m'intéresse beaucoup, donc pour ce qui est de l'arrimage entre état de droit et virtualité, c'est bien sûr, c'est la question même des États, parce que la virtualité joue un rôle essentiel, ne serait-ce que dans la recomposition électronique des États. Donc, je sais qu'il y aura donc une séance dans le cadre de ce colloque sur l'État électronique, en tout cas l'administration électronique. Et donc cette mutation est très importante. La question du droit est souvent évincée, ne serait-ce que sur le plan scientifique. Je pourrais vous énumérer de nombreux colloques, des colloques internationaux, comme celui de Bolzano en janvier 2005, celui de Copenhague également en 2005, en août, où la question du droit est à peu près absente. Mais c'est là, bien souvent, le fruit d'un découpage disciplinaire. Il suffit que ce soit donc des Sciences Po ou des collègues intéressés par des questions de gestion qui abordent donc la mutation électronique des États en fonction donc de paramètres liés à l'information, l'accessibilité, la transparence pour les usagers. Donc on est davantage dans une logique consumériste plutôt que dans une logique où ce serait donc des enjeux proprement juridiques qui seraient en cause. Bon, il y a eu bien sûr le colloque international de Paris, il y a certains collègues qui sont ici, qui a, en janvier 2002, donc, qui a quand même réintroduit la question du droit. Donc l'ouvrage a été publié chez Brûlante en 2004. Par contre, sur le plan des faits, quand on regarde ce qui s'est passé au Canada, l'expérience canadienne est éloquente. L'initiative du gouvernement en direct, qui s'est déroulée de 1999 à 2006, montre que cette mutation a été le fruit donc d'un programme à caractère administratif. Donc la mutation s'est faite sans que le droit soit un vecteur lourd. On est vraiment dans une logique de gouvernance, de programme, d'outils. C'est l'initiative du gouvernement en direct. Elle est désormais terminée
Et le Canada jouit d'une réputation flatteuse, étant donc, soi-disant, parce que là, je dois être humble, même si je ne suis pas donc un fonctionnaire fédéral. Donc, le Canada jouit d'une réputation très flatteuse pour ce qui est de ce passage donc à la virtualisation, donc à l'état électronique. Et là, donc, je pourrais vous donner bien des exemples. Mais le droit n'est pas totalement exclu quand on regarde un peu ce qui se passe ici même ou ailleurs. En Australie, par exemple, on a créé Centrelink avec une loi. Du côté américain, il y a eu le E-Government Act de 2002. Il y a eu une loi autrichienne en 2005. Donc, il y a quand même du droit, mais les axes donc, de transformation électronique de l'État sont largement orientés vers des problématiques factuelles. C'est l'accessibilité donc aux différentes sources du droit, c'est l'accessibilité aux cours, ce sont les mécanismes de règlement des différends, c'est les répertoires informatisés, les procédures de consultation. Donc, pour reprendre peut-être la métaphore du phare que je vous ai laissé voir tout à l'heure, la métaphore du phare, donc c'est un côté peut-être lumineux donc de la virtualité quand on regarde bien des dimensions liées à la transformation électronique des États. Et ce matin, je ne pourrais pas passer sous silence des éléments qui sont moins lumineux. Je vais essayer de le faire en très peu de temps parce qu'il y a des éléments qui sont liés, bien sûr, à de l'opacité, donc à de la non-transparence. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la transformation numérique de l'espace étatique. Donc c'est la numérisation de cet espace par l'exemple des frontières dites intelligentes. Je sais que du côté de l'Union européenne, il y a beaucoup de choses à dire de ce côté, mais ne serait-ce que pour rester dans des paramètres nord-américains, la frontière intelligente Canada-États-Unis a été créée bien sûr après les événements de 2001. Donc il y a eu un accord, une déclaration sur cette frontière le 12 décembre 2001, donc entre John Manley du côté canadien et Tom Ridge du côté américain, pour un plan d'action en 30 points. Et quand on regarde ce plan d'action tel qu'il avait été fixé en décembre 2001, à peu près donc là 5 ans, 6 ans plus tard, à peu près tous les éléments donc sont en place en ce moment sur le point de l'être. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la mutation d'une notion, la frontière, vers donc une toute autre notion qui est celle d'espace transfrontalier. Et là, évoquer la perte de souveraineté des États, c'est peut-être justement bien le contre-exemple parfait à cause de la crispation justement sur le contrôle des frontières. Le Canada, de ce côté, n'a pas tardé à réagir, à être un bon élève pour satisfaire donc à la pression américaine. L'Agence des services frontaliers a été créée d'abord par décret en décembre 2003. C'était le premier geste d'ailleurs qu'a posé Paul Martin lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Et cette agence a été par la suite constituée par une loi en 2005. Et c'est elle qui gère, pour ainsi dire, ces programmes administratifs. Elle gère d'abord et avant tout des programmes, même si elle a été constituée par une loi. L'Agence des services frontaliers, c'est 12 000 fonctionnaires responsables de l'application d'au moins 90 lois et règlements. Mais paradoxalement, ce sont des programmes administratifs qui sont mis de l'avant pour faciliter le passage des marchandises. Ils sont nombreux. IPEC, PAD, Express, donc je les passe. Donc le transport des marchandises, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui peut vous stimuler beaucoup ce matin, bien que tout soit fonction donc de préenregistrement électronique. Tout est fait par fichier, par voie virtuelle, pour faciliter le passage à la frontière. Et c'est maintenant le cas pour les passagers, avec le système Nexus, donc la carte Nexus, qui permet donc d'introduire un système à 2 vitesses pour passer plus rapidement à la frontière. L'objectif, évidemment, est d'accélérer le passage frontalier. C'est une mesure qui est volontaire, donc tout intéressé au Canada peut se procurer cette carte, remplir des formalités, et cela permet de constituer, bien sûr, des données numériques donc attachées donc aux personnes, liées donc aux personnes
ne serait-ce que par des photographies numériques et surtout l'intégration donc, de la composition numérique de l'iris des yeux, des empreintes digitales. Donc c'est un beau thème en tout cas de philosophie politique, la carte Nexus, parce qu'elle est quand même, c'est une carte qui est volontaire, mais c'est une carte donc où on consent à donner certaines données liées à la vie privée pour obtenir un avantage. Et là, on pourrait relire des classiques comme Étienne de Labbé aussi, de la servitude volontaire. Donc, on consent des avantages, donc on peut consentir donc un certain abandon de liberté pour obtenir un avantage réel. Pour terminer, et c'est ce qui fait actuellement l'actualité au Canada, c'est le système qui a été mis en place le 18 juin 2007, c'est le PPP, donc le Programme de protection des passagers, à ne pas confondre donc avec les partenariats publics-privés. Ce PPP, c'est la liste noire, donc c'est la no-fly list pour l'embarquement des passagers. Et cette liste donc informatique vise à interdire de vol les personnes qui sont considérées ou perçues comme étant des menaces immédiates à la sécurité du transport aérien. Donc il y a donc un fichier, il y a une liste. Et ce fichier repose sur 3 éléments. Il faut le nom, la date de naissance et le sexe. Les fondements juridiques sont plutôt limités. Il y a bien une petite disposition de la loi sur l'aéronautique. Il y a un règlement sur le contrôle de l'identité en date donc du 26 avril 2007. Mais ceux qui vont gérer cette liste, ceux qui vont devoir la gérer, ce sont bien les transporteurs aériens, donc avec du personnel responsable, donc qui doit obtenir donc une habilitation de sécurité, donc les security clearance. Et donc on a bien donc un phénomène de type gouvernance, en ce sens que ce sont des acteurs privés qui sont cooptés à des fins donc administratives. C'est pour l'exécution d'un programme gouvernemental. Évidemment, ce système de PPP est contesté, il est controversé, parce que le blocage se ferait éventuellement donc, au moment de l'embarquement. Et tout ce programme de PPP, eh bien, ce n'est pas un règlement, ce n'est pas une loi, c'est un programme purement administratif. Et les lacunes sur le plan juridique sont patentes à cause de l'opacité, justement, qui prévaut dans la sélection des personnes. Il n'y a pas non plus donc, un processus de révision qui est adéquat. Le décideur n'est pas indépendant, c'est un bureau donc, de Transport Canada qui est appelé à réviser les demandes de contestation. Tout ça est fait dans des conditions qui sont très inélégantes, à la fois pour la dignité et la vie privée des personnes intéressées. Alors, il ne faut pas être étonné que le système des PPP, ce programme, cette no-fly list a été dénoncé par quand même des autorités qui peuvent peser davantage donc, dans l'affirmation des droits et libertés, toutes les autorités responsables des questions de vie privée, donc les commissaires à la vie privée, les ombudsman au Canada, lors de leur réunion de Fredericton en juin 2007, ont dénoncé par résolution donc, cette liste compte tenu de l'absence de garantie juridique, mais également absence de garantie à l'effet que cette liste ne soit pas diffusée de façon extensive vers l'au-delà, vers ailleurs. Parce qu'en réalité, nul n'est dupe. On sait très bien que la liste sera appelée à être très largement utilisée par les transporteurs aériens, ici même et ailleurs. Et il y a donc probablement une liste noire internationale qui est en voie d'être élaborée. Donc, il ne faut pas être étonné outre mesure que cette liste, ou en tout cas ce système, ait été également dénoncé tout récemment, c'était donc fin septembre, lors de la 29e conférence internationale des commissaires à la protection des données et à la vie privée. Donc, ces autorités, pour faire court, on les appelle les APD, les autorités de protection des données. Et il y a eu encore là, donc, à l'initiative de Jennifer Stoddart, qui est la commissaire à la vie privée du côté fédéral, il y a eu donc une résolution sur l'élaboration, la nécessité de l'élaboration de normes internationales en ce qui concerne la gestion de ces listes noires, donc, qui sont constituées à des fins de sécurité.
Donc voilà, très brièvement, parce que je veux quand même respecter le temps pour laisser donc au deuxième conférencier le temps de faire son intervention. Très brièvement, vous avez donc pour l'essentiel les enjeux. Les enjeux donc de l'arrimage entre virtualité et état de droit, ces enjeux se situent du côté international, donc il y a quand même une nécessité d'arrimer le droit international public donc, aux différents droits nationaux, mais il y a également au niveau interne, donc au niveau du fonctionnement même des États, des droits nationaux, des difficultés, voire des contradictions, c'est-à-dire que la virtualité est bien sûr annonciatrice de bienfaits. Je suis le premier donc à m'en réjouir. Ce changement, bien sûr, pour moi qui suis professeur de droit administratif, de droit public, l'État électronique me concerne au premier chef et elle me concerne également, bien sûr, pour les fins de l'enseignement de ma propre matière. Et je ne peux que me réjouir de la transparence, de l'accessibilité que suppose l'État électronique. Et c'est paradoxalement grâce à cette transparence que nous avons au Canada que j'ai pu ce matin, et que vous avez dans le texte, tous les éléments troubles donc, de la no-fly list. J'ai été chercher ces éléments, non pas parce que j'aurais obtenu des faveurs, mais bien parce que c'est là, c'est transparent, il n'y a pas de mystère, tout est sur le site de l'Agence des services frontaliers du Canada. Donc, c'est très différent comme contexte, bien sûr, donc, de la censure qui existe, par exemple, en République populaire de Chine, où là, donc, vous avez 30 000 agents du BSP qui travaillent quotidiennement, je dis bien quotidiennement, donc, au contrôle, à l'interception des communications, sans qu'on puisse être vraiment informé des sujets qui soient réellement sensibles. Alors qu'ici, bon, ce qui fait état de censure, c'est davantage connu, les paramètres sont mieux définis, et c'est souvent ce qui fait l'objet de censure, eh bien, cela nous renvoie donc en quelque sorte au code criminel. Donc, je n'ai pas terminé complètement ma réflexion, je compte donc faire ce séminaire avec vous. L'arrimage de l'état de droit avec la virtualité ne semble pas donc relever de l'évidence. Et si ce thème vous est probablement proposé, c'est bien compte tenu de la nécessité de réintroduire, donc non pas la réalité de l'état de droit, peut-être sa réalité traditionnelle comme notion issue du constitutionnalisme, mais c'est bien davantage sans doute le paradigme de l'état de droit qui vous intéresse, l'état de droit étant associé justement à des droits et libertés qui peuvent venir donc du droit international public ou d'instruments nationaux, les chartes, les déclarations que nous avons ici même au Canada et au Québec. Alors voilà, je vous remercie.